Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 20 octobre. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Ils demandent l'abandon du pass sanitaire. Près de 120 élus haut-savoyards ont signé une tribune ce mardi pour demander l'arrêt de cette mesure qui divise la population selon eux. Pour en parler ce soir, je serai en liaison téléphonique avec Cyril Pellevat, sénateur de Haute-Savoie. Il nous donnera son sentiment sur le sujet. Et puis le casino d'Évian-les-Bains va se refaire une beauté à partir du mois de novembre. Les travaux vont bientôt commencer et devraient durer 2 ans. La grande coupole va bénéficier d'un nouveau coup de jeune. Hugo Guillerez nous donnera plus de détails. Je vous le disais en titre, plus de 120 élus de Haute-Savoie disent non au pass sanitaire. C'est en tout cas ce que dévoile le site Figaro Vox. Une tribune a été publiée dans laquelle ces élus demandent l'abandon du pass. Parmi ces signataires, Cyril Pellevat, vous êtes en ligne avec nous ce soir. Pour quelles raisons demandez-vous l'abandon du pass sanitaire aujourd'hui ? Écoutez, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, l'extension du pass sanitaire qui avait été mis en place il y a quelques mois déjà était sur une fin au 15 novembre. C'était pour faire face finalement à un taux d'incidence qui était relativement élevé. Aujourd'hui, à l'approche de la date du 15 novembre, alors que le gouvernement a déposé un texte d'extension au 31 juillet, on estime, en tout cas pour la plupart des élus signataires, qu'il n'y a pas lieu de prolonger au-delà du 15 novembre au vu de la situation actuelle. Vous parlez d'une implosion sociale et d'une fracture au sein de la société. Quelles sont les conséquences de cette mesure sanitaire et pour quelles raisons, selon vous, est-elle synonyme de fracture, justement ? Écoutez, je pense que nous, on a quand même énormément de remontées de la part du terrain et notamment des maires. On le voit que ça a des incidences sur le niveau associatif avec des manifestations qui finalement ne se tiennent pas à cause de la mise en place du pass sanitaire. On voit également que sur les familles, sur les couples, il y a beaucoup de divisions qui s'instaurent. On voit également qu'au niveau de la restauration, en tout cas moi j'ai également des restaurateurs qui me disent qu'ils n'ont pas aujourd'hui retrouvé la clientèle qui était la leur avec des fois des moins 20, moins 30%. On voit aussi qu'il y a des difficultés dans le cadre des services publics, notamment les hôpitaux ou le personnel infirmier où il y en a certains qui n'ont pas été vaccinés, donc avec des impacts. Donc c'est toutes ces conséquences, et il y en a bien d'autres, et quelque part aussi un manque de cohérence sur certaines dispositions qui font qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à finalement à en sortir à la date initialement prévue. Alors la question du pass sanitaire pour pouvoir skier ne semble toujours pas avoir été définitivement tranchée par le gouvernement. Quelle est votre position à ce sujet ? Écoutez, hier, j'ai eu l'occasion de déposer une question orale à l'attention du ministre en charge du tourisme, en l'occurrence Jean-Baptiste Lemoyne, et sur lequel je l'interrogeais par rapport à la mise en place du pass sanitaire ou pas. Donc clairement, il a redit qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire dans les stations à l'approche de l'été, sauf si on devait arriver sur un accroissement du nombre de contaminations. Par contre, clairement, moi, ce que j'ai demandé auprès du ministre, c'était vraiment que l'on puisse avoir, en tout cas pour les professionnels de santé, un protocole sanitaire qui soit le plus clair possible et qu'on puisse en mettre en place le plus tôt possible pour pouvoir accueillir les touristes dans de meilleures conditions. Et bien évidemment, je l'ai aussi alerté sur la nécessité d'avoir une coordination au niveau européen, parce que on voit qu'aujourd'hui, on a des stations, on a des pays comme l'Italie, l'Allemagne et potentiellement la Suisse qui vont mettre en place le pass sanitaire. Dans d'autres pays comme la France et l'Espagne, ils ont déjà annoncé qu'elle n'allait pas. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on puisse garder une cohérence et éviter qu'on ait finalement une dispersion des touristes avec des règles qui ne sont pas les mêmes. Et est-ce que vous pensez que le maintien du pass sanitaire est une menace pour le tourisme dans nos départements ? Écoutez, c'est assez difficile de quantifier et de regarder. Il est clair qu'aujourd'hui, avec une population qui est vaccinée à plus de 86% pour les plus de 12 ans, je pense que si on parle de clientèle 100% française, les gens ont envie, et on le voit qu'aujourd'hui, les taux de réservation sont plutôt bons pour les stations de ski. Maintenant, c'est quel sera l'impact si le pass sanitaire devait être mis sur notamment les endroits qui l'imposent, comme notamment la restauration. Donc pour l'instant, je dirais, on a plutôt des bons éléments, on a plutôt des bons chiffres, et donc j'espère que ça va se concrétiser. Eh bien, merci Cyril Pellevat de nous avoir consacré quelques minutes. À bientôt. À bientôt, merci. Place à notre série de la semaine consacrée au monde social éducatif. Après avoir pris la température dans un foyer médicalisé ce mardi, la parole est donnée aux familles ce soir. Faute de place dans les établissements, elles sont nombreuses à devoir récupérer leurs enfants handicapés à la maison. C'est le cas de Marie-Hélène et d'Alain Laxener. Ils sont tous les deux retraités et vivent à Héry-sur-Alby. Et depuis 1 mois et demi, leur quotidien est une véritable épreuve. Sébastien Germain. Marie-Hélène et Alain Laxener ont respectivement 70 et 76 ans
Et ils sont bien malgré eux les victimes collatérales de la crise qui secoue le monde médico-social. Depuis plus d'un mois et demi, ils ont dû récupérer leur fille Valérie, âgée de 42 ans et lourdement handicapée, à temps plein chez eux. Le foyer L'Éridan, qui héberge leur fille traditionnellement, n'ayant plus les moyens de l'accueillir pour le moment. Leur quotidien de retraité en est donc totalement bouleversé. On fait du nursing, on fait des soins infirmiers aussi. Donc, on remplace aussi tout le travail qui peut se faire en établissement et autres au point de vue soins. On ne peut plus rien faire. Valérie, on l'a en continu, donc c'est très difficile. Les journées se passent du matin au soir avec Valérie. Finalement, quand on regarde bien en arrière, quand j'étais au travail, c'était moins fatigant que de m'occuper de ma fille. Voilà. Maintenant, je fais la différence. Je disais, mon chien, j'avais par rapport à maintenant et avant, question d'effort, avant, je ne faisais pas des efforts comme maintenant. Fille aînée du couple, Valérie est handicapée de naissance. Sa famille a donc appris à vivre avec son handicap et les difficultés qui vont avec. Mais après le premier confinement, où ils ont dû s'occuper en continu de leur enfant, Marie-Hélène et Alain sont aujourd'hui des parents en colère face au manque de moyens des professionnels. Le personnel, c'est vrai, démissionne en cascade. Il est fatigué, il y a eu des congés maladie, il y en a qui sont en burn-out. Mais je dis les parents, les reprenant chez eux, nous aussi, on est tellement épuisés qu'on va finir en burn-out aussi. Et ça, je ne sais pas si l'État et autres, les non-politiques et autres le comprennent. Parce que je pense qu'il faut vivre au quotidien avec ces personnes pour voir la réalité des choses. La triste réalité des choses, c'est désormais une vie complètement mise entre parenthèses pour le couple, avec la peur constante du lendemain, pour eux et pour Valérie. Tous les jours, elle nous demande ses chaussures qu'elle veut retourner au centre, tout. Donc c'est vrai qu'elle appréciait d'y aller. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et puis je pense que Valérie, elle a besoin d'autre chose que d'être en famille, que d'être tout le temps en famille. Elle a besoin aussi de connaître autre chose. Donc ça nous fait souci quand même. Et pour que Valérie puisse vivre le plus normalement possible, la maison, les véhicules et la piscine ont été aménagés. Et fort heureusement, Marie-Hélène et Alain peuvent compter sur leurs 2 filles, leur gendre et leurs 4 petits-enfants pour faire face pendant cette période plus que compliquée. Les prévisions quant à un retour de Valérie à l'Éridan ne sont pas très réjouissantes. Ils ont donc décidé de prendre leur mal en patience et de rester le plus optimiste possible pour Valérie. Direction Annecy maintenant, où près de 30 millions de masques sont sortis de l'atelier du Thioux depuis le début de la crise sanitaire. Cette entreprise de travail adapté emploie près de 500 personnes en situation de handicap. Elle les forme à de nouveaux métiers en vue de les réinsérer dans le monde professionnel. Aujourd'hui, ces employés suivent la ligne de production avec la plus grande attention et le plus grand professionnalisme. Regardez. L'aventure a commencé il y a presque 2 ans. Dans cette salle grise, les employés fabriquent des masques chirurgicaux. Tout est parti de la demande de l'ARS. Il fallait des masques. Nous avions des obligations édictées par l'ARS notamment sur les masques, se changer toutes les 4 heures. Et comme l'ADTP a 600 personnes au travail, avec l'encadrement, ça fait 1200 masques par jour. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas les fabriquer nous-mêmes. L'association s'est donc dotée de 2 lignes de production. Dans cette unité, 300 à 400 000 masques sont confectionnés par mois. Ces employés en situation de handicap sont ravis de participer à l'effort sanitaire. C'est la première fois que je fabrique des masques, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et en fait, il a fallu que ce microbe vienne faire du mal. Et depuis, je suis là, et puis ça me plaît. On se sent utile déjà dans toute cette panade, toute cette maladie. Et puis de sentir que c'est nous qui fabriquons les protections, ça m'intéresse. On ne fait pas des choses qui partent aux oubliettes. L'ADTP emploie près de 600 personnes dans le département de la Haute-Savoie. Près de 80% d'entre eux sont en situation de handicap. Ils apprennent de nouveaux métiers dans le secteur industriel. C'est le premier pas vers l'autonomie avant leur réinsertion professionnelle. Dans notre vision, le handicap n'est pas une limite. Aujourd'hui, la démonstration que vous avez, c'est que des personnes en situation de handicap peuvent travailler sur des machines automatisées avec des cadences importantes. Ça nécessite de la formation et de l'accompagnement, mais on y arrive très bien.
Depuis la pandémie, près de 4 millions de masques ont déjà été vendus. Parmi ses clients, le centre hospitalier Annecy-Genevois, qui vient de lui passer une commande d'environ 500 000 masques. Pour l'hôpital, c'est l'occasion de valoriser le savoir-faire de ses employés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, 80% des personnes en situation de handicap sont porteurs d'un handicap invisible. Et donc, le fait de les intégrer parmi l'ensemble des autres salariés agents du change, c'est une normalité. Et effectivement, c'est leur permettre de comprendre qu'ils ont tout à fait leur place dans la société. À cette heure, la DTP pense déjà à l'après-Covid. Elle cherche d'ores et déjà des marchés pérennes, à l'échelle locale ou nationale, dans lesquels le masque continuera d'être utilisé. Partons sur un nouveau chantier à présent à Évian-les-Bains. Le casino de la ville exploité par Évian Resort a décidé de faire peau neuve, un projet titanesque dont les travaux vont débuter dès ce mois de novembre pour une durée de 2 ans. L'opération est de taille puisqu'il s'agit en partie de rénover la grande coupole qui culmine à 25 mètres de hauteur, ainsi que ses fresques nacrées. Le coût de l'opération s'élève à 22 millions d'euros. Les détails avec Hugo Guillerez. Un nouveau visage pour le casino de la ville d'Évian-les-Bains. L'objectif ici est de respecter son patrimoine avec un retour aux sources dans le style de l'édifice datant de 1912. Une intention qui est la bienvenue pour cet emblème de la ville d'Évian. La ligne du bâtiment avait été perdue au fil des rénovations successives et puis au fil des ajouts, le dé qui a été rajouté en façade, les enseignes qui sont rajoutées au fur et à mesure du temps. Donc nous allons épurer tout ça et nous souhaitons retrouver la coupole dans sa splendeur d'antan, coupole qui date de 1912. Il était important de redonner à ce bâtiment son historicité et de rompre un petit peu avec les rénovations antérieures sur lesquelles on était sur des sujets à thème comme la savane africaine. Le projet d'architecture a été confié à Philippe Prost et son cabinet parisien AAPP. Beaucoup d'heures de recherche dans les bibliothèques ont été nécessaires pour son équipe afin de se documenter sur l'histoire et les origines du casino. Des informations importantes à collecter afin de remettre ce patrimoine au goût du jour, tout en respectant les fondations de son passé. Malgré les travaux qui s'étaleront sur 2 ans, le casino restera ouvert pendant l'entièreté de la période de rénovation. Cette rénovation, elle a vocation à se faire avec des matériaux de qualité, avec une offre de qualité. Et nous souhaitons être le casino référent du bord de lac en matière de destination de jeu pour une clientèle exigeante en qualité de service, exigeante en proximité avec les équipes. En plus de la rénovation, un nouveau restaurant accessible aux non-joueurs verra le jour. Les brasseries seront repensées et proposeront des horaires plus élargis. Le théâtre Antoine Ribou, situé juste à côté du casino, aura lui aussi droit à une remise en valeur. S'annonce donc un chantier faramineux dont la finalité est prévue pour 2023. Les vacances d'automne approchent et pour certains, c'est le moment de trouver des activités pour occuper petits et grands avant la saison hivernale. Et le Centre de la nature montagnarde déborde d'idées en extérieur. Pour en parler ce soir, je reçois sa présidente Isabelle Lavorel-Nonglaton. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant toute chose, pouvez-vous présenter votre établissement s'il vous plaît ? Alors le Centre de la nature montagnarde a été créé il y a bien 36 ans. Est situé sur la belle commune de Salanches. Et donc, voilà, ça fait donc 36 ans. La ligne de conduite de notre association, c'est vraiment de faire découvrir la nature montagnarde, de faire de la pédagogie, de la sensibilisation à l'environnement, à notre environnement. Alors, vous proposez des activités 100% nature à l'extérieur. Que peut-on faire à cette période de l'année ? Alors, très récemment, nous avons organisé les soirées Brame du Cerf au niveau de Bionasset, pour ceux qui connaissent, où là, nos adhérents et non-adhérents ont pu participer en soirée, des soirées qui débutaient à 17h. Et puis là, il a fallu être patient, puisqu'il a fallu faire une petite marche et se retrouver en pleine forêt et attendre que les cerfs veuillent bien bramer. Et donc, ça a été un grand succès, 4 soirées. On a refusé du monde. Et puis, bon, c'est une période assez courte. Donc maintenant, c'est fini. Mais rendez-vous donc l'automne prochain. Alors, effectivement, c'est la période du brame du cerf. On l'entend bien dans la forêt, mais est-ce que c'est facile de l'observer ?
Alors, c'est assez facile, il faut être patient. Alors, avec le Centre La Nature Montagnarde, on a des longues jumelles. Donc, il faut rester calme, pas trop parler. Et puis, on attend et on les observe à peu près à 100 mètres, 150 mètres. Et c'est vrai qu'on les voit bien, on les entend surtout. Voilà. D'accord, alors ça c'est pour tout public. Oui. Et pour les plus jeunes, vous allez aussi à la rencontre des blaireaux. Oui, tout à fait. Alors, c'est les petits experts de la nature qu'on organise à chaque vacances scolaires, surtout à destination des enfants. Et chaque petit expert a un sujet. Et là, la découverte du blaireau. Voilà, il y a aussi la découverte de Hector le castor. Alors là, qui se fait au lac des Ilettes. Et on va un petit peu observer où le castor va construire sa petite maison, qu'est-ce qu'il mange, comment il se déplace. Et surtout, avec les enfants, ça leur permet de connaître vraiment le Hector le castor et après de respecter, de dire voilà, on ne jette pas les papiers dans la nature parce que le castor peut l'ingérer et ça peut poser des problèmes. Donc voilà. C'est pour cette raison justement que vous tenez à sensibiliser petits et grands à la nature, à son fonctionnement. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment le but de notre association. C'est notre ligne de conduite en faisant de la pédagogie. En expliquant, eh bien, on est persuadé que ça va amener les petits et les grands à respecter la nature. Vraiment. Alors, vous proposez aussi des balades forestières à la recherche de champignons. Oui. Ces activités, c'est aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la nature qui nous entoure et oui. les petites bactéries, etc. Oui, tout à fait. Alors là, c'est avec un partenaire, c'est la Société mycologique du pays du Mont-Blanc et qui se réunit tous les lundis soirs durant l'automne. Puisque les champignons, là, il y en a encore. Et si vous allez en forêt, vous ne connaissez pas tel ou tel champignon, vous pouvez donc les ramasser et après les amener le lundi soir. Et là, vous avez vraiment des sachants qui vont déterminer les champignons et vous dire, bien sûr, s'il est comestible, pas comestible, voilà. Alors, vous proposez aussi des ateliers sur la thématique des glaciers. Oui. C'est aussi une manière d'aborder le réchauffement climatique avec les petits. Oui, tout à fait. Donc, tous nos petits experts ont des thèmes. Il y a les glaciers, mais tout le long de l'année, on intervient auprès du public scolaire, mais également des publics qui viennent en vacances. Et là, on a des animations spécifiques sur le glacier et sur le milieu montagnard. Donc on va partir dans la vallée et au fur et à mesure on va monter et on va expliquer les différents étages du milieu montagnard. Et pour cela, on a des malles pédagogique, on se déplace auprès des classes, auprès des centres de vacances et nos animatrices et animateurs ont ces malles et vont vraiment dérouler tout l'étage alpin. Là, vos activités sont à retrouver sur votre site internet. Oui, tout à fait. Voilà, merci en tout cas Isabelle Lavorel-Nouglaton d'être venue avec nous sur ce plateau ce soir. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. À suivre votre émission Panorama. Cette fois, Victoria Lopez est allée à la rencontre de l'association En passant par la montagne qui fait découvrir les activités outdoor au public défavorisé. Elle sera accompagnée de François Viret, guide de haute montagne. C'est juste après la VTO de Thierry Paulme. Quant à nous, on se retrouve dès demain à 18h. Très belle soirée.